Demain nous appartient. Épisode 2062. Confession, chantage et le poids des secrets. Cet épisode s'articule autour de 3 arcs narratifs majeurs. La descente aux enfers de Philippine dans sa quête obsessionnelle, l'aveu douloureux de Gabriel face à la famille Daunier et les bouleversements personnels qui ébranlent Mona. Le piège de la forêt, Philippine et Violette. L'air est vif et sent l'humus et la résine de pin. Le site du bootcamp, censé être un lieu de cohésion et d'apprentissage, devient le théâtre d'une chasse aux trésors dangereuse. Philippine Juilliard, vêtue d'un élégant trench-coat noir détonnant avec l'environnement rustique, s'est immiscée sur le camp sous un faux prétexte. Son objectif est simple et implacable. Retrouver la microcarte S, l'infiltration de Philippine. Philippine a obtenu la liste des participants. Elle a analysé les moindres rumeurs et les moindres pistes. Elle sait que Violette, la jeune sœur de Damien, est mêlée à cette histoire. L'enjeu est colossal. La carte contient la preuve d'une transaction illégale qui pourrait détruire la réputation et la fortune de la famille Juilliard. Elle intercepte l'enseignante, Erika, près des tantes. Erika, avec autorité, « Madame Juilliard, je vous ai déjà dit que ce site est strictement réservé aux participants et au personnel encadrant. Votre présence est dérangeante. » Philippine, sourire pensé, mais glacial. « Je vous prie de m'excuser, mademoiselle Erika, mais en tant que mère de Charles et d'actionnaire importante de plusieurs entités de la région, j'estime qu'il est de mon devoir de m'assurer que les conditions de sécurité sont optimales. L'organisation me semble, à vue de nez, plutôt laxiste. » Elle profite de l'agacement d'Erika pour s'éclipser discrètement dans la zone boisée, l'endroit où les adolescents ont été vus pour la dernière fois à la recherche de la carte. Violette sillonne sa mauvaise posture. Violette, épuisée par la randonnée et le poids du secret, elle sait que Ellie a volé la carte pour la donner à Roxane, mais ne peut le révéler, a tenté de faire une pause à l'écart. Cédant à la fatigue et au stress, elle a quitté les sentiers balisés. Alors qu'elle enjambait un tronc d'arbre abattu, son pied a glissé sur la mousse. Elle a chuté lourdement, sa jambe se retrouvant coincée entre une racine serpentine et un rocher pointu. Une douleur vive et lancinante aussi l'a traversée. Violette, haletant. « Aïe! Non! Non! Mon pied! Ça fait trop mal! » Elle essaie de se dégager, mais chaque mouvement aggrave la pression. La panique monte. Elle est seule, éloignée du camp. Elle crie à l'aide, mais sa voix est étouffée par les arbres. Le chantage froid et cruel. Philippine, à quelques mètres de là, entend les faibles appels. Elle se dirige vers le son et découvre Violette, le visage déformé par la douleur et la peur, prisonnière de la nature. Philippine s'accroupit, et au lieu d'appeler immédiatement les secours, un calcul froid s'opère dans son esprit. Philippine, voix basse et dangereuse. « Tiens, tiens! Quelle coïncidence malheureuse! La petite Violette en mauvaise posture. Violette s'applie. « Madame Juilliard, s'il vous plaît, appelez quelqu'un. Ma jambe est coincée. Je crois qu'elle est cassée. » Philippine, croisant les bras. « Oh, je pourrais le faire. Bien sûr. Mais le temps que j'appelle un moniteur, puis l'équipe médicale, cela pourrait prendre un certain temps. Vous avez mal, n'est-ce pas? » Violette, larmes aux yeux. « Oui, je vous en supplie, aidez-moi! » C'est là que Philippine lance son ultimatum. Elle se rapproche, son regard ne montrant aucune pitié. Philippine. « Je vous offre un marché, la petite carte SD noire que vous avez. Où est-elle? Dites-moi où vous l'avez cachée. Si vous coopérez, je vous libère immédiatement et j'appelle une ambulance. Si vous ne coopérez pas, je pourrais avoir du mal à retrouver mon téléphone dans cette forêt. Réfléchissez vite, le temps presse pour votre jambe. » Violette, horrifiée par tant de cynisme, rassemble le peu de force qui lui reste. Elle se rend compte que Philippine est bien pire que les histoires qu'on raconte sur elle. Violette, avec une rage désespérée. « Je n'ai rien. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous êtes horrible. Laissez-moi tranquille. » Face à ce refus, Philippine est exaspérée. Elle comprend qu'elle n'obtiendra rien par le chantage direct. Elle se lève, frustrée. Elle doit se résoudre à appeler les secours pour ne pas s'incriminer, mais elle n'oubliera pas cette résistance. Philippine. « Très bien. Votre stupidité vous coûtera cher.
L'affaire de la carte est loin d'être terminée, Violette. Vous vous en souviendrez. Elle s'éloigne juste assez pour faire croire qu'elle vient de découvrir la situation, avant de hurler pour attirer l'attention des moniteurs, assurant sa propre sécurité, tout en laissant Violette dans une peur panique. Le masque tombe, Gabrielle face au douanier. L'ambiance est tendue, froide, presque chirurgicale, suite à son intrusion dans la chambre de Manon et sa tentative de vol de la microcarte SD dans les épisodes précédents. Gabrielle a été convoquée par William et Aurore Dagnier pour une explication définitive. L'interrogatoire implacable William est assis derrière son bureau. Sa posture est celle du médecin dessous et du père protecteur. Aurore, debout, est l'incarnation de l'officier de police implacable, bien que son cœur de mère soit déchiré par la situation. William voit monocorde. Gabrielle, nous attendons une explication. Pourquoi êtes-vous entré par effraction dans la chambre de notre fille, Manon? Pourquoi avoir fouillé ses affaires? Innocence. Nous avons les preuves de votre présence et de vos intentions. Parlez maintenant, c'est votre seule chance d'éviter une plainte. Aurore, les bras croisés. Nous ne sommes pas dupes. Nous savons que vous aviez des problèmes d'argent et de loyer. Étiez-vous à la recherche de quelque chose de valeur? Ou y a-t-il une autre raison, plus sombre, liée à Manon? Gabrielle se met à nu. Il y a du remue-ménage dans la vie privée de Mona. Gabrielle sait qu'il est acculé. Toute tentative de mentir ou de minimiser les faits serait vaine. Il choisit l'approche la plus difficile, la vérité crue. Le se mettre à nu. Se mettre à nu n'est pas seulement l'aveu du vol raté, mais la confession de ses failles psychologiques et de ses vrais sentiments. Gabrielle, la voix tremblante, les yeux baissés. Je n'ai pas cherché de l'argent. J'ai cherché la carte SD. J'ai vu Manon la prendre lors du vol précédent et j'étais désespérée. Je devais la récupérer pour ne pas perdre mon appartement et pour payer mes dettes. Il marque une pause, puis lève les yeux. La vulnérabilité est visible. Gabrielle, mais ce n'est pas tout. Je voulais être honnête. La vérité est que j'ai des sentiments très forts pour Manon. Et c'est ça qui m'a perdue. Je me suis rapprochée d'elle au début pour la carte, oui. Mais très vite, ça a dépassé ça. Elle est si lumineuse, si innocente. Je me sentais indigne d'elle. C'est pour ça que j'ai agi en secret, comme un lâche. Il confesse ses insécurités, sa peur de ne pas être à la hauteur socialement, sa jalousie des vies stables des autres et le complexe d'infériorité qui le ronge. Gabrielle, je me hais pour ce que j'ai fait. Je me suis toujours vue comme un échec. Et quand j'ai vu que je pouvais la perdre, la panique m'a fait faire n'importe quoi. Je me suis mise à nu devant vous. Je suis un lâche, un menteur. Mais je ne voulais pas lui faire de mal. Juste me sauver moi-même. Et peut-être être digne d'elle un jour. La sentence des douaniers. L'honnêteté brutale de Gabrielle désarme partiellement William et Aurore. Ils voient la détresse derrière le criminel. William adoucit son ton. Votre aveu est noté. Mais l'intrusion reste grave. Surtout chez Manon qui est fragile. Vous avez trahi sa confiance. Et la nôtre, nous ne porterons pas plainte. À une seule condition. C'est fini. Vous coupez tout contact avec Manon. Vous changez d'appartement. Vous n'approchez plus notre famille. C'est la fin, Gabrielle, pour le bien de Manon et pour votre propre bien. Aurore s'infirme. Je veillerai personnellement à ce que cette promesse soit tenue. Si je vous revois autour de ma fille, la plainte sera déposée. Et là, votre mise à nu ne suffira pas à vous sauver. Gabrielle accepte le verdict en silence. Il a perdu l'amour, mais a évité la prison. Il quitte l'hôpital, le cœur lourd et le visage défait. Mona est le remue-ménage personnel Mona. D'habitude, l'incarnation de la joie de vivre exubérante est inhabituellement morose. Elle s'affaire derrière le comptoir, mais son énergie habituelle est remplacée par un calme préoccupant, le cœur en éclats. Le remue-ménage dans la vie privée de Mona concerne sa relation à distance avec son petit ami, Joël. Leur amour passionné des débuts s'est étiolé face à la distance et aux emplois du temps chargés. Mona sent que quelque chose ici est cassé. Elle sert un café à Bart, qui la regarde avec inquiétude. Bart, « Maman, sérieusement, tu fais la tête d'un lendemain de Saint-Valentin sans chocolat. Qu'est-ce qui se passe avec Joël? » Mona, sourire forcé. « Rien, mon chéri, juste un peu fatigué.
C'est l'automne, ça me rend mélancolique. La confrontation de Bart et Audrey. Bart et Audrey, qui vivaient avec Mona, ont observé son comportement depuis plusieurs jours. Des soupirs lourds, des appels manqués de Joël, et un air de tristesse que Mona tente maladroitement de cacher. Le soir, Bart et Audrey décident de la confronter gentiment dans leur cuisine. « Audrey, Mona, s'il te plaît, on t'aime beaucoup, mais on ne supporte plus de te voir comme ça. Dis-nous ce qu'il y a. » Bart, on sait que Joël n'appelle presque plus. Est-ce que vous vous êtes disputés? C'est à cause de la distance? Mona craque. Elle pose sa louche et s'assoit lourdement.